Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Et pour ceux qui nous découvriraient éventuellement ce matin, je vais commencer par me présenter et vous présenter Cosplace. Donc moi, je suis Thibaut Druez et Cosplace, c'est une plateforme de gestion des avis et de manière plus globale de gestion de l'e-réputation. Et on accompagne nos clients sur les sujets de la visibilité en ligne. Et évidemment, depuis maintenant 2 3 ans, les sujets liés à l'intelligence artificielle dont on va parler longuement ce matin. Bonjour à tous. Il y a pas mal de personnes qui se connectent au fur et à mesure. Voilà, les petits essais techniques et l'introduction permettent toujours de laisser du temps à tout le monde de se connecter. On va parler donc d'agentique commerce et on va parler d'avis client puisque je le disais, c'est notre métier et donc on va voir comment vous pouvez vous préparer dès aujourd'hui pour vos, ventes, de demain. Voilà le sujet de cette demi-heure que nous avons ensemble. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y reviendrai à la fin de la présentation, pour ne pas perdre le fil, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et on pourra prendre un temps à la fin pour échanger sur ces sujets ou d'autres sujets. Voilà, on prend toujours un petit temps, si vous avez l'habitude de nous suivre, pour répondre aux différentes questions. Concernant le programme donc de cette demi-heure que nous avons ensemble, avant de passer, à la fin aux questions, on va évidemment, définir ce qu'est l'agentique commerce. Mais avant ça, je vais faire un petit point une rétrospective des 30 dernières années qui viennent de s'écouler, au niveau du e-commerce. On va voir les grandes mutations, les grandes évolutions que le e-commerce a connues. Puis je le disais, je définirai, ce qu'est l'agentique commerce, un terme qui peut faire de prime abord, peut-être un peu peur. Alors j'exagère, mais on se dit que c'est très technique, on ne comprend pas exactement ce qui se cache derrière. On va essayer de définir tout ça de manière très simple ensemble. Et puis nous verrons ensuite que les avis, c'est l'un des critères, l'un des paramètres importants sur lequel vous pouvez avoir une action très directe et qui va vous permettre peut-être de différencier vos produits par rapport à vos concurrents. Et je vous donnerai, au-delà de tous les concepts théoriques que l'on va évoquer, je vous donnerai des actions très pratiques. Si, encore une fois, si vous avez l'habitude de nous suivre, vous le savez, on a toujours une partie un peu théorique et puis on essaie de vous donner des billes, du concret pour pouvoir agir dès maintenant et rester visible dans cette compétition qu'a amené l'IA depuis maintenant quelques années. Et je le disais, je prendrai un temps à la fin, bien sûr, pour répondre à vos questions. Alors, je le disais, une rétrospective pour commencer, pour planter le décor concernant les 30 ans qui viennent de s'écouler au niveau du e-commerce, puisque les premières plateformes comme Amazon et eBay, qui existent toujours d'ailleurs, hein, qui ont permis de faire naître le e-commerce dans les années 95, eh bien, c'était une disruption totale par rapport à ce qu'on connaissait avant avec la vente par correspondance. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. On peut citer des marques françaises comme La Redoute, Les Trois Suisses, où on avait un catalogue, on devait passer sa commande sur un bon et puis l'envoyer. Tout ça était un peu fastidieux. Et puis, du jour au lendemain, avec Amazon et eBay, on pouvait commander en un clic. Donc, c'était quelque chose de totalement nouveau. Aujourd'hui, ça nous paraît logique. On passe des commandes avec le bout des doigts sur nos smartphones, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque et c'est pas si vieux. Et ça a amené des changements assez importants avec ensuite une somme de mutations avec notamment l'arrivée des avis clients dans les années 2005 environ, où pour la première fois le consommateur prend la parole. C'est un peu comment dirais-je, les prémices de ce qu'on a appelé ensuite le web 2.0, hein, où le consommateur, l'internaute est proactif dans la démarche. Ça a été amplifié bien sûr avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc le premier réseau social, je ne sais pas si c'était le premier, mais en tout cas le plus connu, Facebook, c'est les années à peu près 2007-2008. En même temps d'ailleurs que le premier iPhone, j'imagine que vous vous souvenez, c'était 2007, je crois, pour être très précis, ou 2008 peut-être. Et ensuite la démocratisation, bien évidemment, des smartphones. Chaque marque
à proposer son mobile. Même chose pour les réseaux sociaux. On a eu Facebook, il y a eu YouTube aussi à cette période-là, qui s'est bien développé depuis. Et puis aujourd'hui, Snapchat, TikTok, etc. On ne va pas tous les faire, mais ça a été un grand changement pour le e-commerce, puisque ça a permis aux plateformes et aux différentes marques de e-commerce d'avoir une visibilité supplémentaire et d'utiliser ces plateformes pour faire du business de manière très concrète. Et puis plus récemment, autre mutation, autre changement, l'émergence des marketplaces avec Amazon qui domine largement, vous le savez. À la base d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour ceux qui s'en souviennent, Amazon, c'était uniquement des livres et aujourd'hui, bien évidemment, c'est la marketplace qu'on connaît avec la possibilité d'acheter, vraiment tout ce qui existe, en direct sur leur site. Mais ce n'était pas du tout ça à l'époque, hein. Quand ils ont démarré, c'était uniquement une librairie en ligne. Et donc, oui, ces marketplaces depuis 2015 qui émergent pas mal. On peut citer des marques françaises comme Ubaldi, Fnac, Darty, etc., qui sont dans une relation gagnante-gagnante puisque ça permet aux marques d'avoir une visibilité plus importante et la marketplace, ça lui permet de limiter ses risques en termes de gestion des stocks, de logistique, etc., puisque c'est la marque qui va gérer en direct les envois. Et là, plus récemment, donc la nouvelle mutation ou la nouvelle rupture, évolution qu'on est en train de vivre est liée à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les années 2020, 2022 pour être très précis, avec la démocratisation de ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models comme ChatGPT, Gemini ou d'autres, et plus récemment les agents IA dont on va parler en détail ce matin. Donc justement, en parlant d'agents IA, le but de ce webinaire est de vous expliquer le fonctionnement, les tenants et les aboutissants de l'agentique commerce. Qu'est-ce qui se cache concrètement derrière ce terme? Eh bien, ce sont des agents IA, c'est-à-dire des programmes qui sont autonomes et c'est vraiment le mot qu'on doit retenir, hein, cette notion d'autonomie, et des agents donc qui sont capables d'agir au nom du consommateur, au nom de l'internaute, qui vont être capables d'aller faire des recherches, de comparer, de négocier même et enfin d'acheter à la place, d'un client. Donc ça va beaucoup plus loin qu'un chatbot qu'on connaît maintenant depuis, quelques années ou même encore plus loin que les, LLM, tels qu'ils fonctionnent à l'heure actuelle. Alors très concrètement, comment ça fonctionne? Pour faire un petit parallèle, pour la petite joke, pour ceux qui ont vu à l'époque, Matrix, on avait, l'agent Smith qui était programmé pour aller détruire l'anomalie dans la matrice qui était le héros, Neo. Là, c'est un peu le même principe, sauf que l'agent en question, il va agir, dans les intérêts et c'est plutôt positif. À l'inverse de Matrix, il va agir dans les intérêts, du client. Mais c'est un agent qui est programmé pour être autonome, encore une fois, et aller agir, pour les bons intérêts, du client. Donc pour ça, il va devoir recevoir une intention. Donc, en tant qu'internaute, en tant que client, en tant que futur acheteur, on va émettre ce qu'on appelle dans le jargon un input. On va lui émettre une intention. Je cherche, je veux acheter une paire de baskets Nike, tel modèle, telle pointure, telle couleur. Je ne veux pas que ça dépasse tel prix. J'ai besoin de les avoir rapidement parce que j'ai un événement dans 3 jours, etc., etc. On va pouvoir détailler vraiment son intention. Avec cette information, l'agent va être capable d'aller agir, souvenez-vous, en autonomie et donc d'aller explorer, d'aller scanner le web, d'aller analyser les produits, les fiches et de prendre, c'est surtout ça qui est intéressant, de prendre une décision, de sélectionner le produit, non pas le meilleur, mais celui qui lui paraît être le plus adapté à la requête. Et c'est là où le terme «meilleur» n'a finalement plus beaucoup de sens, puisque ça va surtout dépendre, de la fameuse intention qu'aura émise, le consommateur. Et enfin, en bout de course du processus, et c'est surtout là où il y a une disruption, c'est l'exécution d'une tâche et cette exécution, c'est le fait d'aller acheter à la place du client, puisque l'agent IA aura les codes de carte bleue, aura accès à l'information pour réaliser vraiment le paiement. À ce stade, vous pouvez vous dire: «Bah, oui, mais finalement, moi, j'ai plutôt une clientèle, qui, va réaliser, des achats, un peu plaisir, qui va être un peu dans l'impulsion ou dans l'émotion, je n'ai pas envie qu'une machine finalement, vienne remplacer, ces clients-là».
Alors, je vous rassure, l'IA ne remplacera pas ce type d'acheteur. Et d'ailleurs, on est tous un peu les deux types. C'est-à-dire qu'on a nos achats plaisir. Effectivement, si je veux acheter un nouveau t-shirt, un bijou pour offrir, et cetera. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'intérêt à déléguer, la tâche puisque je vais être content de pouvoir le faire moi-même. En revanche, on a aussi des achats un peu «corvées» entre guillemets, ou des quand on a besoin de se réapprovisionner sur des choses qu'on utilise régulièrement, par exemple, on n'a pas de réelle plus-value à le faire, humainement, ou alors quand on doit acheter un produit un peu technique pour lequel on n'y connaît strictement rien. Par exemple, une panne avec sa machine à laver, son lave-vaisselle, on a besoin de changer une pièce. Bah, évidemment, on n'est pas, je pense pas dans l'achat plaisir d'aller fouiller, tous les sites pour trouver, la pompe à eau ou la pièce, manquante. Donc ça ne remplacera pas encore une fois, l'acte d'achat humain tel qu'il existe sur, de l'achat plaisir, mais plutôt une complémentarité selon moi, sur, des achats, qui, nous paraissent être, soit une corvée, soit pour lesquels on n'a pas vraiment de plus-value. Donc il faut vraiment le voir, selon moi, comme une complémentarité finalement, selon le produit, pour lequel on est qu'on a besoin d'acheter tout simplement. Alors maintenant, quand on a dit ça, il faut bien comprendre, que, pour aller plus loin, que la théorie, dans la pratique, il faut que tout cet écosystème puisse communiquer. On parle alors de protocole. Vous en avez peut-être entendu parler, OpenAI avec ChatGPT a lancé son propre protocole, l'année dernière et puis, Google a répliqué là en ce début d'année. Quand on parle de protocole, en fait, c'est un langage commun. Il faut que l'agent IA auquel vous allez déléguer votre intention d'achat puisse communiquer avec votre écosystème, donc avec votre site web, avec votre CMS. Peut-être que vous êtes sur Shopify, sur WordPress, sur PrestaShop. Et il faut qu'il puisse communiquer en bout de course avec ce qu'on appelle le payment provider, le fournisseur de paiement. Donc, c'est peut-être votre banque qui met à votre disposition un système d'encaissement en ligne. C'est peut-être Stripe ou d'autres. Quoi qu'il en soit, il faut que tout ça puisse communiquer et parler le même langage. C'est donc pour cette raison que OpenAI a lancé son protocole ACP pour Agentic Commerce Protocol, basé surtout sur la transaction. En fait, le but, l'objectif de ChatGPT, enfin d'OpenAI, c'est de faire en sorte que l'internaute reste dans sa conversation, dans le chat, et puisse passer à un achat de manière immédiate, sans quitter la conversation. Google, donc je le disais, a répliqué en quelque sorte 6 mois plus tard avec l'UCP, donc le Universal Commerce Protocol, où l'objectif, la vision est d'être beaucoup plus large et de couvrir vraiment tout le parcours de la découverte jusqu'au, SAV. Et Google a évidemment une force de frappe, on le sait, et une capacité à nouer des partenariats assez importantes. Aujourd'hui, ils sont déjà, en partenariat avec Shopify, par exemple, avec Walmart, avec Target, donc avec des grandes chaînes de magasins, aux États-Unis. Et on est donc déjà, si vous voulez, sur cette capacité à pouvoir passer des commandes, via des agents IA, hein. Les protocoles, le langage commun, est déjà existant. Que voient les agents quand ils vont venir, dans un futur proche sur, votre site éventuellement, pour, acheter, un produit? Prenons un exemple simple, il va bientôt faire beau, on arrive dans les beaux jours et tant mieux. Si j'ai besoin d'acheter, une crème solaire, je vais par exemple émettre, le prompt ou l'intention suivante: «Trouve-moi la meilleure crème solaire bio, notée au moins 4,5 sur 5». Moi, c'est mon seuil psychologique, je veux avoir au moins cette note. J'en ai besoin rapidement, j'ai un événement ce week-end, il va faire beau, et cetera, et je ne veux pas dépenser plus de 25 euros. Alors, ce que nous, on va voir en tant qu'humain, en allant sur un site, c'est évidemment la note, c'est ça qu'on va regarder, éventuellement la volumétrie d'avis, et puis on va consulter quelques avis, super produit, je recommande. OK, on va s'arrêter là, dans, je dirais, 99,9% des cas. Vous avez peut-être 0,1% des clients qui vont ouvrir un tableau Excel, récupérer tous les avis, les comparer, faire un tableau croisé dynamique avec d'autres sites de vos concurrents pour voir les autres avis. Mais on va dire que ce n'est pas la majorité. Alors qu'une IA, bah, c'est exactement ce qu'elle va faire. Elle va analyser la richesse sémantique en instantanéité. Elle va être capable
d'avoir un sentiment, positif ou négatif d'ailleurs, hein, sur certaines thématiques. Elle va être capable, de détecter la fraîcheur de vos avis. Est-ce qu'ils datent, d'il y a, plus de 2 ans? Est-ce qu'au contraire, les 3/4 de vos avis, datent, de moins de 3 mois? Donc tous ces signaux finalement, eh bien, vont être détectés par l'IA, des choses qui nous échappent parce qu'on n'est pas programmé comme ça, contrairement à l'IA. Et c'est là où, les avis deviennent vraiment, des signaux de confiance et il va falloir les, structurer. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, ce que les IA vont lire au sein de vos avis, c'est bien sûr, comme nous humains, le volume, la notation, mais ils vont aller plus loin. Ils vont réussir à détecter la fraîcheur, ils vont analyser la sémantique de manière assez poussée et ils vont pouvoir les lire, on y reviendra après, s'ils ont une certaine structure. Et ça, c'est hyper important. Il va falloir avoir du balisage, des balises schémas, notamment. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais il va falloir structurer vos données pour faire en sorte qu'elles soient visibles et compréhensibles surtout, pour les agents. Dernier point, qui est primordial et on fait des tests régulièrement. Alors vous allez dire, peut-être penser que je ne suis pas très objectif parce que c'est notre métier, mais on fait des tests à longueur de journée et on se rend compte que la notion d'avis, authentique, le côté certification, c'est un élément, qui est pris en compte. L'IA, je le disais, mais décortique vraiment l'ensemble des avis et va être en capacité, de comprendre si éventuellement ce sont, des faux avis, en tout cas de le détecter plus facilement qu'un humain et c'est là où la certification, va avoir beaucoup d'importance. Maintenant, vous allez peut-être vous dire: «OK, ça fait, presque 20 minutes que je parle de concepts un peu théoriques». Vous allez peut-être vous dire: «OK, tout ça, c'est très bien, mais ça me paraît un peu lointain». Bien que si vous êtes là ce matin, c'est que vous y intéressez, donc ça vous paraît peut-être pas si lointain que ça. Mais, je parle beaucoup des États-Unis notamment. On se dit: «Bon, bah, OK, ça va arriver, mais on n'y est peut-être pas encore». Bah, finalement, non, on est vraiment c'est pas du futur, on est vraiment dans le présent et on a, pas mal de faisceaux d'indices, hein. Je vais vous montrer, des actualités, qui datent de mars, hein, donc de ce mois-ci, qui montrent qu'on est déjà dans le présent et une statistique, rapide, heu, on prévoit d'ici 2028, donc sous 2 ans, que 25 des recherches liées au e-commerce seront effectuées par des agents, donc un quart potentiellement, des, futurs actes d'achat. Alors pourquoi je dis qu'on est dans le présent et non pas dans le futur? Puisqu'en mars, il y a eu en Europe la première transaction, c'était début du mois là, il y a 2 3 semaines, il y a eu la première transaction, le flux a été géré de A à Z par un agent, donc qui a détecté, un produit suite à une intention, qui a été jusqu'à la sélection et qui a, passé, l'acte d'achat, donc via Mastercard et une banque espagnole. Mais ça y est, c'est déjà en production, ça fonctionne déjà, et c'est déjà utilisé. On a déjà les premiers cas d'usage. Je le disais, aux États-Unis, Target donc qui est, le concurrent principal de Walmart, pardon, donc l'équivalent d'un Auchan, ou Carrefour, en France. Ils vendent un petit peu de tout. Eh bien, ils ont déjà intégré les protocoles d'OpenAI, donc l'ACP et de Google, l'UCP et on peut donc désormais aux États-Unis, eh bien, passer, via un agent pour aller, acheter, directement, chez Target. Je Vous le savez, on est dans une course à l'IA, donc chaque, écosystème, chaque grande marque, chaque grand acteur plutôt de l'IA réplique dès qu'il y a une nouveauté, annoncée par l'un de ses concurrents. C'est souvent le cas de Meta, donc c'est le groupe qui détient Facebook, WhatsApp, Messenger et cetera. Ils sont souvent pas toujours dans l'innovation, mais ils vont souvent, répliquer quand il y a une nouvelle qui est annoncée. Là, c'est le cas, ils ont annoncé qu'ils intégraient leurs propres agents, dans les applications qu'on utilise quotidiennement, donc WhatsApp et cetera, qui vont être en capacité de gérer l'ensemble du tunnel d'achat directement depuis l'application. C'est déjà ce qu'ils ont fait l'année dernière en intégrant, si vous lancez WhatsApp ou Messenger, vous avez un petit bouton où vous pouvez, poser une question à Meta AI. Ben là, ça va être le même principe. Vous allez pouvoir gérer donc vos transactions, directement depuis, vos applications favorites et c'est là où ils sont très forts, puisqu'évidemment, alors j'ai plus les chiffres en tête, du nombre de milliards d'utilisateurs,
si on reprend toutes leurs applications, mais c'est évidemment colossal, et donc c'est encore une fois intégré ça va être intégré de manière native. C'est vraiment leur force. Mais tout ça, c'est très bien, mais ça amène un certain nombre, de frictions ou en tout cas de sujets, à avoir en tête. Et il y a un sujet aujourd'hui, un débat et un conflit plutôt entre Amazon, et Perplexity puisque, alors Perplexity, c'est une IA un peu particulière. C'est un peu leur 1 modèle était à mi-chemin entre un moteur de recherche traditionnel et un LLM. Très utilisé aussi, hein, dans le top 3 ou le top 4. Ils ont sorti récemment Comet, qui est un navigateur qui permet de concurrencer, Google Chrome avec l'IA bien sûr intégrée de manière native. Donc ils sont assez forts pour le coup, il faut leur reconnaître et là ils ont déployé donc des agents capables, d'aller acheter directement sur Amazon et ça fait pas très, ça ne rend pas, Amazon très content, qui, essaie de bloquer parce qu'en fait, ils ont le sentiment d'avoir une perte de contrôle, premier élément. Donc quand je dis «ils», c'est Amazon et deuxièmement, l'IA ne fonctionne pas comme un humain. Donc elle ne va pas réagir, avec émotion, en tout cas pas à ce stade. Elle ne va pas aller acheter un produit complémentaire, elle ne va pas voir la publicité et cetera. Donc ça vient casser un peu le business model, d'Amazon. Un agent, pardon pour l'expression, mais il va être un peu bête et discipliné, c'est-à-dire qu'il va exécuter la tâche pour laquelle il est programmé. Alors que nous, à l'inverse, on peut se laisser tenter quand on arrive sur un site et qu'on avait pour but d'acheter quelque chose pour finalement repartir avec quelque chose de complètement différent. Donc ça ne plaît pas beaucoup à Amazon qui, fait blocus, fait barrage, pour empêcher les agents, à ce stade d'acheter sur son site. À l'inverse, le concurrent chinois Alibaba, que vous connaissez aussi sûrement, et bien lui, a une vision diamétralement opposée et à l'inverse, investit massivement pour rendre son site, totalement adaptable et adapté aux agents. Donc voilà, deux concurrents, 2 acteurs, vraiment à dimension, internationale et très importante, mais avec une vision qui est totalement opposée. Alors je parlais de points de friction, là où il y a des sujets, pour lesquels on n'a pas encore les réponses bien sûr, mais des points qu'on soulève de plus en plus, c'est sur la partie sécurité et la partie juridique. Sur la partie sécurité, il y a des failles, hein, très clairement. Tous les sites, toutes les entreprises qui ont testé l'utilisation d'agents IA, il y a des petits incidents de sécurité. Pas toujours, c'est pas forcément des incidents majeurs, mais incidents quand même, des accès qui vont être non autorisés, des commandes erronées, des fuites de données. Donc pour l'instant, à ce stade, c'est encore perfectible, sur ce sujet-là. Et au niveau du juridique, quid d'une commande passée, d'une mauvaise commande passée, d'un mauvais produit qui a été sélectionné? Qui va gérer le problème? Est-ce que c'est la responsabilité, de l'agent? Est-ce que c'est la responsabilité du site? Est-ce que c'est la responsabilité de l'internaute qui a délégué l'intention à l'agent? Eh bien, tout ça entraîne un cadre légal, pour lequel on n'a pas encore, toutes les, réponses. Cependant, il est intéressant, je pense, et je le disais en début de webinaire, de commencer à vous donner des clés finalement ou des actions que vous pourriez mener dès maintenant si vous y croyez, à ce nouveau, type d'acheteur qui est selon moi pas une question d'y croire ou de pas y croire, comme toutes les évolutions, ça va forcément, en tout cas c'est mon avis, mais je pense qu'il est assez largement, partagé, ça va forcément, connaître à un moment donné un point de bascule et devenir la norme. Donc c'est pas la question de est-ce que ça va arriver, mais plutôt quand. Quand est-ce qu'on aura cette adoption, massive? Il y a déjà des études aux États-Unis qui disent qu'une majorité d'internautes sont prêts à déléguer aux agents, le fait d'aller passer un achat pour eux en ligne. Mais c'est surtout on a surtout des seuils psychologiques concernant le montant. Je crois que c'est une trentaine de dollars aujourd'hui. Une majorité d'internautes qui se disent prêts, voilà, s'il faut aller acheter une crème solaire, mon exemple de tout à l'heure, à 20-25 €, a priori, ça pose pas trop de problèmes en termes d'acceptabilité. En revanche, sur des achats plus conséquents, avec des montants à plusieurs centaines ou milliers d'euros, de dollars, là évidemment, on aura peut-être, un point de bascule. Voilà, le débat est lancé. Évidemment, on peut avoir un avis, qui, sera différent, du mien, mais ça risque, encore une fois,
de devenir la norme et on ne parle pas de sous 10 ans ou vraiment dans les années qui arrivent. Donc si vous voulez dès maintenant vous structurer, si vous avez une activité de e-commerce et vous structurer pour anticiper, cette nouvelle évolution, je peux vous donner 3 actions concrètes, 3 éléments que vous pourriez actionner, et qui peuvent vous servir par ailleurs, en tout cas pour certains d'entre eux, pour votre e-commerce traditionnel, si j'ose dire, avec des humains. Donc le fait de collecter, des avis, d'industrialiser surtout la collecte, de structurer la diffusion de vos avis et de rendre vos données compatibles pour les agents. Alors, sur le côté industrialisation de la collecte, c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà. Si c'est le cas, très bien, puisque ça va nourrir, encore une fois, cette nouvelle façon de faire du commerce. Et ça va continuer de servir pour les clients qui continueront, quoi qu'il en soit, de venir sur votre site. Alors, on l'a vu, les IA privilégient un flux d'avis qui va être récent, qui va être régulier et surtout qui va contenir de la sémantique assez riche. Alors ça, c'est pas toujours évident, vous allez me dire, parce que vous ne pouvez pas inciter votre client à vous faire un retour très complet, très exhaustif. Ça, c'est difficile en tout cas de dire au client ce qu'il doit écrire, mais on peut l'orienter peut-être dans la façon dont on formule son email, etc., pour essayer d'optimiser encore une fois, cette richesse, sémantique et surtout automatiser, avoir un système de relance, trouver, le ou les canaux le canal ou les canaux qui vont être, adaptés, à votre activité et à votre typologie de clientèle. Deuxième élément, si tout ça est déjà en place, c'est très bien, il faut que ça perdure bien sûr dans le temps. Deuxième élément, c'est de transformer vos avis, je dirais, en signaux vraiment, décisionnels. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les agents ne lisent pas, vos avis tels que nous, humains, nous le faisons. Et donc aujourd'hui, si vous n'avez pas un code, qui leur est adapté avec un certain balisage, eh bien, il est fort probable que vos avis soient totalement invisibilisés. Donc avoir les bons balisages, ça, c'est le premier élément qui est indispensable, hein. Donner une grille de lecture, finalement aux IA. Faire en sorte que vos avis soient authentiques, on en a parlé, c'est l'un des éléments majeurs et puis avoir cette fameuse richesse sémantique, avoir des avis qui vont être guidés par certains critères, vraiment orientés, pour, donner ce carburant en quelque sorte sémantique, aux IA. Et puis le troisième point, ça va être de, rendre vos données, globalement lisibles, mais, surtout vous permettre d'être, choisis. Donc ça passe par les avis, on en a parlé, mais il n'y a pas que les avis. Faire en sorte que vous ayez des données, produits, qui soient assez exhaustives, fixer des prix qui soient clairs, avoir vos stocks à jour, des délais de livraison, qui sont précis, avoir des attributs, assez clairs concernant les tailles, les couleurs et cetera. Faire en sorte, d'avoir un flux d'informations qui est accessible aux agents et surtout commencer à s'intéresser côté compatibilité, des, protocoles. Donc même si à ce stade, alors les protocoles sont déjà, hein, disponibles, aux États-Unis et en Europe, mais à ce stade, on ne parle pas de plug and play. C'est assez fastidieux, pouvoir, brancher, la compatibilité et cetera. On est encore aux prémices, de tout ça, donc il n'y a pas de système plug and play assez facile. En revanche, vous pouvez déjà, rendre vos données et vos avis, totalement exploitables par ces systèmes, en, suivant, ce que je viens de dire en tant qu'indication. Donc, structurer vos données, travailler votre e-réputation et cetera et commencer à s'intéresser, à ces protocoles. Être aussi présent. Ça, c'est très vrai avec, les IA et les agents IA, c'est être présent, à des endroits où ils vont aller chercher l'information. Donc bien sûr sur votre site web, mais aussi, peut-être sur des, marketplaces importantes, sur des plateformes d'avis, sur les réseaux sociaux et s'assurer qu'il y ait une homogénéité, une cohérence, des informations. Je parle beaucoup des avis, effectivement, puisque c'est notre cœur de métier et puisqu'on sait, en faisant de nombreux tests depuis des années, le poids que ça a au niveau de l'IA, mais soyons, tout à fait honnêtes, ce n'est pas le seul levier, ce n'est pas le seul élément, même si selon nous il est central. Il y a d'autres points sur lesquels, vous pourriez avoir, une influence ou une incidence, mais qui est parfois, sur du, moyen ou long terme.
Par exemple, l'autorité de votre marque en tant que marchand, ça aura bien évidemment de l'incidence sur votre capacité à être repris, et à être visible auprès des agents. Donc quand je parle d'autorité de la marque, c'est évidemment votre réputation, l'âge de votre marque, votre ancienneté sur le web, votre capacité à être cité, sur d'autres, sur certains médias, par d'autres sites, sur des réseaux et cetera. Vraiment le rayonnement de votre marque de manière globale ou de votre site. Le côté données structurées, on en a parlé. Je parlais également de la présence multicanale ou omnicanale qui est, heu, encore plus qu'en SEO, qu'en visibilité sur les moteurs de recherche traditionnels, qui est encore plus importante. Avoir une cohérence, puisque l'IA a cette force d'aller chercher l'information, à des endroits un peu éparpillés et à recouper les signaux de confiance et à s'assurer qu'il y ait une homogénéité et donc ça, c'est très, très important, de pouvoir, s'en assurer. Toute la partie contenu reste bien évidemment, très importante. Rendre vos fiches attrayantes, exhaustives, avoir le plus de contenu possible. On a parlé aussi des certifications et de manière générale, d'avoir bien sûr une expérience client qui est, satisfaisante. Voilà, il est 11h32. J'ai dépassé 2 minutes, mais j'ai essayé, c'est pas évident, mais de concentrer tout ça en 30 minutes. Je n'hésitez pas à poser vos questions, s'il y en a. On peut prendre un temps, pour y répondre. Voilà, je vous remercie, quoi qu'il en soit, d'être resté, jusqu'au bout. J'espère que cette présentation, vous aura été utile. C'est difficile de rentrer dans le détail de tous les sujets en 30 minutes. J'espère que ça commence à vous donner un aperçu, global sur cette révolution qui arrive, vous donner quelques pistes aussi, quelques clés. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a des questions, je peux, totalement y répondre. Sinon, on vous donne rendez-vous pour des prochains événements. Le 16 avril, on va déployer chez Cusplace des nouvelles pages publiques, d'évaluation, donc les pages Cusplace Local Profile qui vous permettront justement d'être cités, par les, LLM, par ChatGPT, Gemini et cetera, de donner ce fameux carburant sémantique. On est en train de repenser, totalement nos pages avec des données structurées, des signaux de confiance pour faire en sorte que vos pages, si vous avez plusieurs, établissements, plusieurs magasins, bah, toutes ces pages soient citées en priorité par l'IA ou même si vous avez une marque, sans forcément avoir d'agence ou de magasin physique, faire en sorte que cette page soit également, bien reprise sur les, IA. Donc on va vous présenter tout ça en détail. Ce sera plutôt un workshop dans le sens où, ce sera très, pratico-pratique, plutôt, un esprit un peu de démo, on va dire. Donc n'hésitez pas, Nicolas vient de mettre le lien dans le chat à vous inscrire. Et sinon, on organise le 5 mai en collaboration avec Meteoria. Meteoria qui a un outil qui permet de monitorer et de traquer sa position en tant que marque et sa visibilité dans justement les moteurs d'IA tels que ChatGPT, Gemini, Perplexity dont j'ai parlé. L'outil vous permet de suivre vos positions dans les moteurs d'IA, combien de fois vous êtes cité selon les différents prompts et les différentes requêtes. Ils ont un outil qui est très bien fait. Et donc, on organise ensemble le 5 mai à 11h. C'est un mardi, eh bien, un sujet autour du GEO local, c'est-à-dire sa capacité en tant qu'établissement, en tant que réseau, à bien ressortir dans les moteurs d'IA et on va voir donc comment, maîtriser son e-réputation, comment faire en sorte de l'améliorer pour être le plus visible possible. Alors, je crois qu'on a une question, de Marine. Bonjour Marine, comment modifier et structurer les avis, une fois qu'ils sont, publiés, par des tiers? Alors justement, c'est d'utiliser, en travaillant avec, des outils, professionnels dont c'est le métier, vous allez avoir un accompagnement sur ce sujet-là, pour structurer la donnée, mettre les balises, importantes à mettre, pardon, je ne trouvais pas mon mot, avec des widgets prédéfinis et toute une structure qui est pensée justement pour envoyer ce jus ou ce carburant auprès des IA. Voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions.
Sinon, je vous remercie, encore une fois pour votre, participation. Si ces sujets donc vous intéressent, le prochain, workshop là donc dans un mois, on va vraiment rentrer dans le détail, justement de la question de Marine, de voir, comment concrètement, quelles sont les données à structurer, quels sont les signaux de confiance, comment tout ça va être mis en œuvre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, et je vous remercie une fois de plus d'être resté jusqu'à maintenant. J'espère que cette présentation aura été utile. Si vous souhaitez qu'on en discute un peu plus en détail, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail apparaît, c'est thibaut sans l @custplace.com. Vous pouvez également, scanner le QR code si vous voulez pour qu'on prenne un petit rendez-vous. Je me ferai un plaisir de rentrer un petit peu plus en détail avec vous, sur tous ces sujets-là, et vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, m'envoyer un petit message si vous le souhaitez. Voilà, une fois de plus, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous donc pour ces prochains événements. À très bientôt.